Bonsoir, je suis désolée, je m'excuse parce que je ne peux pas aller à cette Celtic Conference in classique, pas possible. Merci à mes amis de Barcelone, surtout à Borja Antela. Bien, je parlerai à propos de Cléopâtre, la dernière reine hellénistique, l'héritage pharaonique dans une Égypte ptolémaïque. Cléopâtre est assurément un véritable mythe, dont la biographie a été fabriquée et manipulée dans le but d'attester de l'influence perverse du féminin sur le masculin et de l'Orient face à l'Occident. Ces préjugés se retrouvent d'ailleurs encore dans la historiographie contemporaine, notamment dans les visions traditionnelles de l'histoire marquée par la misogynie. On oubliait, là, que Cléopâtre fut d'abord une reine qui sut combiner avec sagesse l'héritage pharaonique et Macédonie pour gouverner l'Égypte. C'était avant tout une basilice exemplaire. Il faut aussi rappeler que Cléopâtre VII fut la dernière reine de l'Égypte antique. Dans cette intervention, je me concentrerai sur les aspects de sa biographie qui soulignent sa relation avec la culture égyptienne et hellène. Non sans avoir précédemment mis en lumière la construction de son image dans la littérature antique. Cléopâtre, dans la littérature gréco-latine, la construction d'une image. Il ne fait aucun doute que certains éléments de la vie de Cléopâtre ont attiré l'attention des auteurs gréco-romains, tant ceux favorables à Auguste que ceux rattachés à la primitive Église. Grâce à eux, nous pouvons assez facilement reconstruire les principaux jalons de sa vie. Néanmoins, dès que l'on aborde plus sérieusement ces épisodes, même dans un souci d'impartialité et en prenant garde aux préjugés anthrocentriques ou pro-occidentaux, il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait alors de fabriquer une image. Cléopâtre fut une femme qui s'opposa à Rome, et c'est pourquoi on a mis en avant cette erreur politique, symptomatique de l'incapacité de la femme à gouverner, ainsi que l'exotisme de son royaume qui symbolise l'Orient et contrevient aux bonnes mœurs occidentales, un schéma qu'on le retrouve encore à l'heure actuelle. Comme indice de ce jugement grossier sur le comportement ou la gouvernance critique de la reine, on peut mentionner sa sensualité exacerbée, qui conduisit à la perdition des nobles romains tels que César et Marc-Antoine, ou sa cruauté qui s'exprime dans des actes de violence gratuite et que pousse Horace à la qualifier de serpente du Nil. Les poètes du cercle d'Auguste fabriqueront à l'évidence l'image d'une Cléopâtre cupide, avide de plaisir et de luxe, et sourde aux doléances de son peuple. Dans le camp des détracteurs, nous retrouvons aussi Flavius Josephus, qui ne lui a pas pardonné ses conflits avec le peuple juif. Dans quelques éléments fournis par Suétone, Appian et Dion Cassius, qui racontent avec force détails les événements contemporains de Cléopâtre, se dessine un portrait peu amène et partial de faits et décisions qu'ils lui attribuaient. De telles images
sur un ton certes moins discréditant, transparaissent dans les récits de Plutarque. C'est sans conteste dans les récits biographies de César et plus encore de Marc-Antoine que nous obtenons la plus grande source d'informations, notamment parce qu'ils coïncident avec des épisodes au cours desquels l'Égypte joue un rôle décisif ou tout au moins important dans l'histoire de la Méditerranée à cette époque. Même si Plutarque est grec et qu'il s'abstient de jugements caricaturaux qui s'attaquent à la reine, il la dépeint comme la séductrice de César et la dominatrice de Marc-Antoine, dont elle fait un tyran au service de ses propres caprices. Ce sont pourtant le fait narré pour l'auteur de vie parallèle qui nous invite à entrevoir qui était véritablement Cléopâtre et à laisser de côté la légende. En écartant le préjugé des auteurs gréco-romains, il est possible de déduire comment Cléopâtre a réussi à obtenir le faveur de César puis de son lieutenant. C'était pour elle le seul moyen de rester reine et de gouverner un État indépendant. Ce sont les Romains qui en ont fait l'amante luxurieuse des deux généraux. Au fond, son désir était de freiner la présence des Romains dans son royaume et de faire de ses ennemis potentiels ou réels des alliés. À la fin de l'Antiquité, l'image de Cléopâtre, la reine d'Égypte, continuait de susciter de l'intérêt dans les cercles littéraires. Paradoxalement, certains en arrivent même à s'étonner de son suicide, qu'ils utilisent pour motiver les martyrs des premiers chrétiens, comme le fait Tertullien. D'autres refusent de lui pardonner sa vie amoureuse, mouvementée, qui contrevient à leur rigueur morale chrétienne, comme Saint Augustin. Il ne fait aucun doute que la littérature, prise de manière acritique, ne ferait qu'une vision déformée de la vie de cette reine, qui l'on peut néanmoins reconstruire à partir d'autres sources. Naissance en enfance à la cour ptolémaïque, Cléopâtre et l'éducation d'une reine. Précisément, les premières années de la vie de Cléopâtre sont les moins bien connues, sauf concernant les affaires de son père ou celles impliquant Rome. On sait avec certitude que son père fut Ptolomée XII, surnommé Aulete, mais on ignore qui fut sa mère. Ses sœurs aînées sont Cléopâtre VI et Bérénice IV, et sa petite sœur s'appelle Arsinoé IV. Elle a aussi deux frères cadets qui furent plus tard ses associés au pouvoir, Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. Cette famille qui descend de l'un des généraux qui avaient combattu aux côtes d'Alexandre le Grand s'établit à Alexandrie après la dissolution de son empire. Fondée sur les rives d'une delta du Nil, la ville devient la capitale du royaume et s'est substituée au centre du pouvoir traditionnel, comme Thébas ou Memphis. Pour comprendre certains traits de la personnalité de Cléopâtre, et notamment ses choix politiques, il faut peut-être rappeler l'importance de cette ville, carrefour entre l'Orient et l'Occident, centre cosmopolite où cohabitent des Grecs en majorité
et des Égyptiens. Outre son pouvoir économique, sa situation stratégique et la présence des palais royaux et autres lieux de pouvoir, Alexandrie se démarque par sa culture. C'est le plus grand centre culturel de la Méditerranée. Elle abrite la célèbre bibliothèque, mais aussi la musée, un centre de recherche ou de sciences. La magnificence de ces bâtiments et la beauté de ses rues participent à sa renommée. C'est cette atmosphère civilisée et cosmopolitique qui combine savoir et raffinement oriental, qui influence Cléopâtre pendant son enfance. Certains épisodes de sa biographie le révèlent particulièrement, par exemple, quand César retarde son retour à Rome pour descendre le Nil en sa compagnie. Si l'événement est avéré, il montrera l'habileté de la reine à faire étalage de la supériorité culturelle de l'Égypte et son extraordinaire richesse agricole. Elle a eu un comportement similaire avec Marc-Antoine, qui avait déjà fait preuve de son admiration pour la culture hellène et par extension pour la culture orientale. Dans cette ville où Cléopâtre grandit et acquiert connaissance et raffinement, les luttes du pouvoir souterrain, les complots et les conspirations sont la norme depuis presque 300 ans. D'existence de la dynastie Lagide et de son emprise sur l'Égypte. Les conflits familiaux n'échappent pas à la règle. César, Cléopâtre, Bérénice et Bérénice conspirent contre leur père et profitent d'un de ses séjours à Rome pour essayer de conclure une alliance avec certains hommes de pouvoir, notamment Pompeius. Quand leur père entre, ils se débarrassent alors de ce deux fils années. C'est pourquoi, à sa mort, Cléopâtre devient nécessairement son héritière. Cléopâtre est le début de Rerne, revendication de l'héritage pharaonique. Cléopâtre accède au trône d'Égypte en l'année 51, à 18 ans à peine. Observant les lois égyptiennes, elle gouverne avec son frère Ptolémée XIII, âgé de 10 ans. La rivalité avec son frère et plus encore avec les conseillers de celui-ci concluira à une guerre civile dont César lui-même mettra un terme et qui passa paradoxalement à la postérité sous le nom de siège d'Alexandrie. Grâce au temple de Rome, Cléopâtre récupère son trône et le partage avec son autre frère Ptolémée XV, tandis que les premières trouvaient la mort pendant les affrontements. César était arrivé en Égypte en poursuivant Pompeius au cours de l'année 48. Sa relation à César est indubitablement marquée par des motivations politiques, mais elle lui a ni moins donné un fils, ni est né l'année 47. Beaucoup ont essayé de percer les mystères de cet unique enfant biologique du dictateur romain. Souhaitons prétend même que le dictateur imaginait imposer la polygamie afin de légitimer sa descendance, ce qui pouvait avoir plus d'importance à ce jeu que ses liens avec la reine d'Égypte. Suétone a écrit beaucoup à propos de la relation de César et la reine. Ce qui est sûr, c'est que Cléopâtre attendait beaucoup de sa relation avec César, car elle est allée lui rendre visite à Rome à plusieurs reprises, 2 reprises. Cela confirmerait sa présence à Rome
en 46 avant Jésus-Christ, puis en mars 44 avant Jésus-Christ. Date de son assassinat. La mort de César a probablement précipité son départ de la capitale. Elle retourne en Égypte avec un petit garçon, Ptolémée XV, qu'elle a associé à son pouvoir. Avant ça, elle fait disparaître son frère pour préparer la place à son fils. Mais on ignore quand et comment cela s'est précisément passé. C'est douleurs pendant ses premières années de règne qu'elle partageait avec son fils que l'on observe le rôle qu'elle prévoit pour son enfant, qui était présenté comme l'héritière de la dynastie à travers des images clairement inspirées de la tradition pharaonique. Cette femme n'est pas hésitée à séparer des symboles des anciens reines d'Égypte qui l'associent à Isis, tout en donnant à Césarion les atours d'Osiris et de Pharaon. C'est avec ces attributs qu'ils sont représentés dans les célèbres temples de Dendera, dont les architectures et les bas-reliefs évoquent indiscutablement l'Égypte de Pharaon. Il fait aussi rappeler que ce temple est situé au Haute-Égypte, loin d'Alexandrie et sur le Nil, à proximité des centres religieux et politiques les plus emblématiques de la culture pharaonique. Tout cela dans le but probable de développer une connivence avec son peuple, connivence dont s'est enorgueillissée la reine. Il faut aussi garder à l'esprit un élément d'apparence anecdotique, mais pourtant très révélateur. C'est que Cléopâtre pouvait parler cette langue, dont l'égyptien. Ce ne sont pas ces talents linguistiques que je vais souligner, mais le fait qu'elle était la première laride à s'exprimer dans la langue de ce sujet. Ses prédécesseurs ne s'étaient pas embarrassés d'un tel effort. Outre le temple grandiose qu'elle a créé à Dendera, Cléopâtre a également visité le temple d'Isis, le plus ancien, dont celui de Philae, situé sur une île du Nil. L'identification aux anciennes divinités, Isis dans le cas de Cléopâtre et Osiris dans le cas de son fils, est une marque de respect et de considération envers son peuple. Elle témoigne de sa volonté de gagner popularité et soutien, sans toutefois diminuer les impôts apparemment élevés. Dans ses premières années de règne, il semble que Cléopâtre s'appropriait le coutume pharaonique en visitant et en faisant la promotion des anciens centres religieux, ou encore en construisant. Cette époque coïncide avec son éloignement des affaires de Rome, où une nouvelle guerre civile fait rage entre les prétendants au pouvoir. La persécution des Césaricides et leur défait ne rétablit pas pour autant l'ordre social à Rome. Et il faut attendre l'année 41 pour que Marc-Antoine, croyant pouvoir se lier à son accord avec Auguste, concrétise l'idée qu'il caresse depuis longtemps en Orient, étendre la présence de Rome
à l'est de la Méditerranée. Tandis que ces événements se déroulent à Rome, Cléopâtre demeure en Égypte. Si elle est en apparence éloignée des tumultes de la politique romaine, elle garde probablement un œil prudent sur la situation. Face à ce tueur devant le triumvirat, qui n'apprécient pas qu'elle ait refusé leur demande d'aide militaire, Marc-Antoine la convoque à Tars. S'ensuit une rencontre qui marquera un changement notable dans la biographie de la reine. Cléopâtre et l'exaltation de l'héritage grec, le rapprochement avec Rome. La littérature, le cinéma et la peinture n'ont eu de cesser de réinventer la célèbre scène où Cléopâtre, vêtue à la manière d'Aphrodite et arrivant sur un navire majestueux, émanant de puissants parfums et entourée de musiciens, la présentant comme une authentique déesse. Débarquée à Tarse, à l'embouchure du fleuve Cydnus, en Cilice. Marc-Antoine attendait la reine sur la place avec le ful, mais celle-ci, emboîtée par la musique et leur fragrance provenant du navire, abandonne le triumvirat pour accueillir la reine sur le quai. Le Romain n'a d'autre choix que d'aller lui aussi à la rencontre de la reine. La description de Plutarque, très répandue, nous décrit la scène avec un luxe de détails, qu'elle paraît irréelle. La stratégie de Cléopâtre est évidente. Connaissant le goût de Marc-Antoine, adepte des rites dionysiaques, elle a planifié cette rencontre avec soin. Dans la légende, Aphrodite et Dionysos ont vécu des relations amoureuses en dehors des mariages. C'était de Dieu, et le fait d'apparaître comme tel était bien sûr à l'avantage de Cléopâtre et de Marc-Antoine, ne serait-ce que pour marquer leur supériorité devant le peuple. À cette occasion, Cléopâtre s'empare à nouveau des traits d'une déesse, grecque cette fois-ci, et choisit assez naturellement Aphrodite. Ce lien avec la culture grecque, de nouveau à travers des éléments religieux, semble témoigner de l'intérêt qu'a la reine à revendiquer sa proximité culturelle avec les héros romains, très inspirés par la Hélade. Face à la barbarie orientale, la Grèce antique a toujours représenté la zèle de la civilisation. À partir de là, et à l'exception de certaines périodes conjoncturelles, Cléopâtre unira son destin à celui de Marc-Antoine. Ils auront 3 enfants et elle deviendra son épouse selon les rituels égyptiens. Elle partage avec lui un projet politique qui lui permet de dépasser l'image d'une reine pharaonique et de renforcer son lien avec l'Occident à travers son influence grecque. Mais plus tard de nouveau, parle de son amour pour les luxe et les plaisirs à propos de son rencontre à Samos, de les rencontres de Marc-Antoine et Cléopâtre. Les quelques portraits et bustes aux pierres de la reine appartiennent probablement à cette époque. Sur ceci, on peut représenter une femme qui n'a rien d'oriental. En réalité, on dirait une romane de l'époque, notamment dans sa coiffure et les traits du visage. Si l'on s'intéresse au visage figurant sur les pièces de monnaie,
On retrouve aussi une Cléopâtre hellénisée. Durant les années où Marc-Antoine et Cléopâtre sont ensemble, de 41 jusqu'à sa mort en 30, après la cinglante défaite d'Actium, les témoignages archéologiques sont rares, contrairement aux productions littéraires détaillées de la politique assurdeuse du triumvirat, manipulée par Cléopâtre. On relate avec précision les voyages sur le Nil, dont Cléopâtre se sert à nouveau pour démontrer la beauté et la richesse du royaume, comme elle l'avait fait auparavant avec César. Les banquettes et les fêtes soulignent aussi la personnalité frivole du Romain et de l'Égyptien, de même que les orgies nocturnes qu'on leur attribuait à la fameuse confrérie de la vie inimitable. Il ne faut pour autant prendre ces récits au pied de la lettre. Au cours de cette longue décennie, Marc-Antoine et Cléopâtre mettaient en place un plan de contrôle de la Méditerranée, en réponse à la politique de plus en plus claire d'Auguste, et l'ont fait que l'alliance triumvirale faiblissait ou était destinée à l'échec. C'est pour cette raison que Marc-Antoine avait besoin d'une aide économique et militaire pour conquérir les territoires orientaux, aide qu'il n'a trouvée qu'en Égypte. Cléopâtre comprit avec clairvoyance que, dans cette situation, l'Égypte perdrait face à Octave et qu'elle ne pouvait maintenir son indépendance qu'avec l'aide de Marc-Antoine. L'hypothèse selon laquelle elle aurait ensuite partagé le contrôle de la Méditerranée avec Marc-Antoine est déjà beaucoup plus discutable. En cherchant à obtenir le soutien ponctuel de Cléopâtre pour son entreprise orientale, Marc-Antoine finit dans les phrases de la reine. Peut-être est-ce à ses dépens, ou peut-être l'a-t-il choisi, voyant que c'était en fait la seule solution possible. En ce sens, les donations d'Alexandrie sont un exemple éloquent, dont certaines gouttes pour l'Orient. Malgré cela, Marc-Antoine se considère comme seul décideur en cas de victoire et n'imagine pas que Cléopâtre devienne plus que la reine d'Égypte. À mesure que la réputation d'Antoine décline à Rome, sa relation amoureuse, mais surtout politique, avec Cléopâtre va grandissant, jusqu'à aboutir à la dernière guerre civile. Le pouvoir sur la Méditerranée était disputé par Rome et Alexandrie, si bien que Cléopâtre choisit possiblement de développer à l'époque son goût pour l'hellénisme à des fins politiques. Néanmoins, quand elle prépare sa mort et dans la iconographie qui présente son suicide, elle revient à des ornements et symboles d'une reine pour couvrir son corps. Les paroles de son suicide sont beaucoup illustratives. Ces gestes, plus que tout autre, mettent en relief la volonté politique de la reine Lagide, qui cherche à fusionner les cultures pharaoniques et grecques. Cette attitude n'a pas été commentée dans les témoignages de l'époque, car elle était politiquement embarrassante à l'image qui nous parvient, totalement manipulée. Nous présente cette image une femme morte nue et sans aucun ornement, alors que Cléopâtre avait décidé d'apparaître en reine
pour impressionner Auguste. Même morte, elle voulait continuer de symboliser et d'exhiber la splendeur de son royaume, qui disparaisse inévitablement avec elle. Cléopâtre entre Égypte et Grèce, la Vasilissa hellénistique. Les commentaires des apparitions publiques de Cléopâtre ont souvent décrit son habileté à s'attirer le faveur de la population égyptienne, qui habite l'intérieur de royaume, et de la population grecque, majorité à Alexandrie. Devant les populations du Nil, elle se faisait passer pour une nouvelle Isis, tandis qu'elle s'identifiait plus volontaire à Aphrodite ou au comtat des Alexandrins et des Grecs. Il est possible qu'elle ait développé plus encore cette double identité. Cela prouve, en fin de compte, son suicide obtenait le soutien de tout son peuple, marqué par une grande diversité ethnique, linguistique et culturelle. Cependant, ces tendances pro-égyptiennes ou pro-hellènes peuvent aussi s'expliquer pour l'évolution de son règne, marqué par des circonstances presque toujours extérieures, à savoir la politique romaine en Méditerranée. Ce que je veux dire, c'est que quand la politique romaine ne déterminait pas activement et directement la politique égyptienne, Cléopâtre préférait apparaître comme une pharaon d'autrefois. En revanche, quand les dirigeants romains imposaient leur présence et que leurs décisions influaient sur le destin d'Égypte, Cléopâtre mettait en avant son héritage grec, qui avait dans l'air imprégné son enfance et son éducation jusqu'à l'adolescence. De par un savant mélange de politiques intérieures et extérieures et de cultures grecques et égyptiennes, qu'elle réussit à équilibrer sans jamais imposer. Cléopâtre incarne parfaitement la symbiosis entre l'Orient et l'Occident, entre l'Égypte et la Hellade. En ce sens, elle jouait à merveille son rôle de Vasilissa hellénistique. Elle ne renonçait pas à son origine macédonie, qui fait d'elle une reine étrangère, mais ne fait pas pour autant étalage. De même, elle embrasse les coutumes religieuses d'Égyptiens et fait sienne leurs croyances. On dirait qu'il y parvient sans difficulté, en tenant compte des circonstances politiques, comme le fera en définitive une reine particulièrement apte à régner. Merci beaucoup.